Il y a beaucoup de choses qui ont été dites autour de la table sur ces sujets, donc je vais essayer de ne pas redire ce qui a déjà été dit et souvent bien dit. Moi, je voudrais essayer de donner quelques éléments de perspective, et je n'oublie pas la question posée par Jacqueline Hénard sur ces sujets-là, et c'est justement la mise en perspective qui me permettra d'y répondre. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que sur ces sujets-là, je pense qu'il est aujourd'hui... autant on pouvait avoir une discussion un petit peu... Enfin, je suis un peu comme Raymond Aron. Je pense que les faits historiques ne sont jamais univoques. Et donc, au fond, le temps permet parfois d'y voir un petit peu plus clair et dissipe une partie de l'équivoque. Et aujourd'hui, on a la chance, justement, puisqu'on est en 2013, donc c'est 10 ans exactement après, alors un peu plus de 10 ans, puisque c'était au mois de mars, après le discours du chancelier Schröder devant le Bundestag. Donc, on a une perspective qu'effectivement, on pouvait ne pas avoir il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Moi, j'ajoute une chose aussi, c'est que le débat, comme l'a dit René tout à l'heure en démarrant sa présentation, est devenu presque un débat franco-français et presque hystériquement franco-français. Les Allemands ont bien compris ce qui s'est passé. Les choses ne sont pas toujours aussi, comme je le disais, aussi univoques qu'on peut l'écrire, qu'on peut le dire. Mais malgré tout, je crois qu'aujourd'hui, eux-mêmes savent à peu près décrypter ce qui s'est passé. Moi, j'ai suivi les élections allemandes sur ARD le 22 septembre. Il y a un sondage sorti des urnes qui est sorti et on disait, et les Allemands estimaient à 76% que leur économie était bien gérée. Donc je pense que là-dessus, malgré tout, c'est une première indication. L'autre indication qu'on peut citer, c'est un sondage que d'ailleurs j'ai trouvé dans une des revues du CIRAC, auquel je rends hommage. C'est un sondage qui a été fait en février 2013, si je ne dis pas de bêtises, dans lequel on demandait aux Allemands de classer un petit peu, de leur point de vue, un petit peu quels étaient les pays européens selon leur degré d'atteinte d'un certain équilibre de la protection sociale. Alors bien sûr, la Suède arrive en tête, avec 24% des intentions. Ensuite, on trouve l'Allemagne, autour d'une 29%, et puis la France à 3%. Donc c'est vrai que le modèle un peu français que nous voyons, nous, comme très égalitaire, etc., vu d'Allemagne, il n'a pas cette vision-là. Et puis j'ajoute également une remarque plutôt politique, c'est que un de mes amis m'a dit, si les élections au Bundestag avaient eu lieu au scrutin majoritaire comme en France, la CDU aurait à peu près remporté 70% des sièges. Et donc je crois que tout ça nous dit qu'après tout, les Allemands ont eux-mêmes un petit peu, au fond, apporté leur jugement sur ce qui s'était passé depuis 2003, puisque c'est vrai que le SPD a un petit peu été victime et des réformes, ce qui n'est pas faux. Il y a eu un coup politique supporté par le SPD, mais au fond aussi d'une sorte d'ambiguïté par rapport à ces réformes. Eh bien, effectivement, au bout, on a 3 élections successives dans lesquelles la chancelière a été réélue. Et ça, c'est un fait politique qui me paraît d'autant plus important que dans le reste de l'Europe, à commencer par la France, on n'a pas eu ce type de réaction. Donc ça, c'est un petit peu pour la mise en perspective politique, mais je ne veux pas non plus éluder la question des faits. Alors là-dessus, puisque la soirée est animée par Jacqueline, elle cite dans son étude qu'elle a publiée pour la Maison, une déclaration de Hans Werner Sinn en 2003 qui disait « Attention, l'Allemagne décroche par rapport à la France ». Et donc on avait un discours presque symétrique. Voilà. En tout cas, on avait un discours symétrique par rapport à ces éléments-là. Moi, je crois, sur ces thèmes, ce que je voudrais, c'est de faire 2 ou 3 remarques sur, encore une fois, la perspective un peu longue des choses. La première, c'est que, je le dis, je risque de déclencher peut-être un tollé dans la salle, c'est qu'en fait, Gerhard Schröder a fait les réformes qui portent son nom parce qu'il ne pouvait plus faire autrement. Ça, c'est le point fondamental. Il était arrivé au bout du rouleau, si vous me permettez de parler de cette manière familière. Ce que je voudrais rappeler également, c'est qu'à l'époque, et ça a été l'élément qui a provoqué la rupture avec Oskar Lafontaine, c'est que le SPD avait mis en place une politique assez classique de relance keynésienne. Si je dis correctement, c'était Bündnis für Arbeit, hein, le pacte pour l'emploi, en 98-99. Et donc, effectivement, la sensibilité même keynésienne, qui n'est pas très importante en Allemagne, a constaté elle-même que, et quand on relançait les dépenses publiques et quand on poussait en même temps les moteurs sociaux, le chômage ne baissait pas, la croissance, au contraire, continuait à être déprimée. Et quelqu'un m'a dit, je ne serai pas son nom aussi, il paraît que Gerhard Schröder s'est souvenu qu'il était ministre-président de Basse-Saxe, d'Innersaxe, et qu'il avait rencontré comme ça un monsieur qui s'appelait Peter Hartz, et qui avait été celui qui avait sauvé, dans l'image des Allemands, qui avait sauvé Volkswagen. Et donc, d'une certaine façon, il s'est dit, la dernière carte qui me reste, c'est celle-là. Hein.
Et dans une des études d'ailleurs que le CIRAC a réalisées, il y a une déclaration qui est citée de Gerhard Schröder qui dit un an après, en 2004, on va être jugé comme étant pour avoir raté notre coup, parce qu'effectivement, ces réformes-là, on les a faites trop tard. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir ce contexte-là. D'une certaine façon, je le dis aussi parce que nous n'oublions pas un peu les leçons qu'on peut en tirer pour la France, un échec assez cuisant ou assez net des tentatives keynésiennes de faire baisser le chômage, et donc en analyse des réformes de structure. Ça me paraît être un point tout à fait important. Le point également que je voudrais insister, notamment quand on réfléchit à ça en France, c'est que, et là je pense qu'il faut parler d'une forme de cohérence ou de convergence entre les choses, même si ce n'est pas la façon française, la façon de la planification, la façon de l'État central, c'est le fait que d'une certaine façon, les réformes Hartz ont bel et bien eu un impact positif sur le marché du travail. Là-dessus, les travaux qu'on peut citer, c'est aussi bien ceux du FMI, aussi bien ceux des économistes allemands, aussi bien ceux de l'INSEE. L'INSEE a fait des études tout à fait intéressantes sur les sujets. On voit bien le rétablissement de l'incitation marginale au retour du travail grâce aux lois Hartz, mais on voit aussi que, d'une certaine façon, ces réformes-là ont eu du succès, je pense, sur la baisse du chômage, parce qu'elles ont permis, qu'est-ce que je voulais dire? Elles ont permis, si vous voulez, de lier la flexibilisation du marché du travail avec la modération plutôt que la baisse du coût du travail. Je rappelle que grosso modo, mais là je cite les chiffres faits sortis par Denis et son équipe, la France, grosso modo, avait un avantage de compétitivité d'environ 10% par rapport à l'Allemagne au début des années 2000. Aujourd'hui, les positions sont inversées, c'est nous qui avons un retard de 10% par rapport aux Allemands. Hein. Donc à peu près, ce sont les chiffres qu'on peut donner. Et je donnerai les chiffres du coût du travail dans ma serviette, je les donnerai. En tout cas, voilà. Donc on peut donner ces éléments-là. Donc il y a cet aspect-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on n'avait pas lié la modération salariale avec la flexibilité du marché du travail, on aurait des résultats tout à fait différents. Et en particulier, si on laisse le coût du travail trop élevé par rapport à des mesures de flexibilité, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on sort du marché des gens, notamment le phénomène qu'a décrit René Lasserre sur la rationalisation de l'outil de production, ce qui fait qu'à un moment donné, on met au chômage encore plus facilement que lorsque le système est contingenté. Voilà, donc ça, ce sont pour les éléments un petit peu d'analyse du marché du travail. On en reparlera peut-être dans le reste de la soirée, mais ça me paraît important. Ensuite, sur le débat sur la pauvreté en Allemagne et tous ces sujets-là. Alors, je vais vous dire une chose, je vais vous faire un aveu. Je ne cache pas mes tendances un petit peu plutôt plus libérales, plutôt, affectueuses pour le modèle allemand, pour des tas de raisons. Et donc, quand j'ai commencé à faire l'étude, je me suis dit, bon, je conclurai que finalement, il vaut mieux avoir un boulot que d'être au chômage, même si c'est pour être moins bien payé. C'est la conclusion un peu rustique qu'on peut faire dans ce genre de situation. Et en fait, je me suis aperçu, en allant dans l'état des statistiques, que c'était pas tout à fait ça qu'on avait sous les yeux. D'abord parce que je me dis intuitivement qu'en économie, quand le chômage baisse d'à peu près, est divisé à peu près par 2, la pauvreté, c'est quand même pas un phénomène tout à fait évident, sauf si elle est, et puis pas en tout cas dans les proportions qu'on décrit en France. C'est la première observation. Deuxième observation, il y a vraiment un avant et un après loi Hartz. Tous les reproches, tous les griefs qui sont faits sur le thème la pauvreté augmente, l'état social fonctionne pas, les inégalités se creusent, ce sont des dérives qui ont lieu avant les lois Hartz. Et j'insiste beaucoup sur ce point-là. Alors, dans les années 2006-2007, par là, il y avait encore une forme d'équivoque sur le sens des choses, mais en tout cas, à partir des chiffres de 2010, 2011, 2012, on voit très bien que les coefficients de Gini, donc qui sont des mesures sur les répartitions des revenus dans la population allemande, ont plutôt tendance à se stabiliser, voire même à régresser. Ce qu'on voit aussi en la matière, c'est qu'en matière de pauvreté, il ne faut pas avoir l'idée que la pauvreté est un phénomène généralement en Allemagne. Je voudrais insister aussi sur quelques points statistiques. On calcule les taux de pauvreté auxquels a fait allusion Guillaume Duval tout à l'heure, les 16%. D'abord, je voudrais préciser que les 16%, en fait, c'est 15,8 exactement. Mais enfin, c'est pour dire que c'est 14% dans les Länder de l'Ouest et c'est 20% en Allemagne de l'Est, enfin en ex-Allemagne de l'Est. Donc il faut juger aussi sur le poids qu'a représenté l'intégration de 17 millions d'Allemands qui n'avaient pas du tout la même contribution que leurs camarades de l'Ouest sur le système économique allemand, peut avoir comme effet sur les chiffres en matière de pauvreté ou d'inégalité. Donc ça, c'est une première observation. Mais quand on va un petit peu dans le détail, là aussi, on s'aperçoit que, comment dire les choses,
Quand on voit les taux de difficulté financière des ménages allemands, ils sont pas ni plus mauvais ni meilleurs que les nôtres. Ils sont souvent plutôt bien classés. On a en fait, ce qui est vrai, et là-dessus je fais une concession à ce type de grief, c'est qu'on n'a pas de phénomène de généralisation de pauvreté, on a plutôt des phénomènes localisés. En particulier, c'est vrai que tout à l'heure René Lasserre l'a dit, quand on regarde un petit peu le dispositif dit Hartz-Card ou Hartz-IV, pour dire à l'allemande, c'est vrai que personne ne vit avec 382 € par mois, pas plus en Allemagne qu'ailleurs. Mais on oublie d'ajouter qu'effectivement, on touche souvent une allocation qui est liée aux enfants. Elle n'est pas négligeable. Deuxièmement, on touche des allocations qui sont liées au logement. Je crois qu'à Berlin, c'est autour de 600 ou 700 €. À Munich, c'est à peu près ça aussi. Donc, grosso modo, les gens qu'on range dans la catégorie Hartz-IV, s'ils ont 2 enfants et si madame travaille, ils sont à peu près avec 1 500 € par mois. Donc on n'est pas non plus à des phénomènes de société qui évoluent dans le sens de Dickens ou de Zola. Alors, dernier point, j'étais en train de l'oublier parce qu'il me paraît important, c'est que quand on parle de revenus en médian en Allemagne, il est à 11 500 € à peu près. Je parle sous contrôle de René. Et quand dans les mêmes statistiques, on trouve la Bulgarie ou la Roumanie et qu'on parle de revenus médians en Bulgarie et en Roumanie, il faut se dire que malgré tout, essayons de comparer ce qui est comparable. Alors, on peut avoir ces raisonnements-là en zone euro, on peut avoir ces raisonnements-là avec les grands pays occidentaux de l'Union européenne, mais je crois qu'il faut quand même se dire que 11 500 € de revenu médian quand on est allemand, c'est pas la même chose que d'avoir 11 500 €, un revenu médian quand on est en Bulgarie ou dans un pays moins loti. Voilà un petit peu pour le panorama général. Je crois que, si vous voulez, de ce point de vue-là, alors l'Allemagne, si vous voulez, je voudrais terminer par cette conclusion. D'abord, encore une fois, c'est pas le paradis terrestre. En revanche, ce qui me paraît important de dire, c'est la chose suivante, c'est que il y a 2 choses que je voudrais dire. La première, ce sont les défis que l'Allemagne doit relever, et deuxièmement, la leçon qu'on peut en tirer pour nous. Effectivement, là-dessus, les orateurs l'ont dit, il n'est pas question de prendre le modèle allemand et de faire copier-coller. Nous avons des traditions différentes, des systèmes différents, ça serait une erreur de le faire. En revanche, il y a 2 ou 3 choses vraies qui sont transposables en France. La première, c'est que là-dessus, Guillaume me le pardonnera, on a déjà eu l'occasion d'en parler entre nous. Je crois qu'au contraire, l'idée allemande était de démontrer l'aptitude à l'âge en mondialisation, l'aptitude d'une économie développée à lier ensemble compétitivité et cohésion sociale. Et donc, d'une certaine façon, à sauvegarder ou à pérenniser l'État social. C'est un point qui est tout à fait important. Là aussi, c'est vrai que Gerhard Schröder a un petit peu joué sur la provocation en imitant un peu Tony Blair ou Bill Clinton à l'époque. Mais quand on lit, par exemple, les déclarations d'Angela Merkel, qui viennent de la CDU, etc., on n'a jamais vu en Allemagne une campagne, disons, idéologique sur le modèle thatcherien, ni même reaganien. On n'a même pas vu ce qu'on a connu en 86, quand la droite française est revenue au pouvoir. Donc je crois que sur ce plan-là, c'est tout à fait important. La CDU, c'est pas un parti de droite, c'est un parti centriste. Et le SPD, c'est un parti de centre-gauche, c'est pas un parti parti socialiste. Donc je crois que ces éléments sont vraiment importants. Le dernier point également que je voudrais mentionner, c'est les défis de l'Allemagne aujourd'hui. C'est quoi? C'est bien sûr, vous l'avez dit, c'est très juste, c'est la démographie, qui effectivement n'est pas dans un bon état et qui pose beaucoup de problèmes aux Allemands. Mais à mon avis, ce que l'on peut dire, c'est que la façon dont l'Allemagne a affronté ces problèmes, j'ai failli dire les yeux dans les yeux, permet aujourd'hui de traiter ces problèmes. On ne peut distribuer que ce qu'on a produit. Aujourd'hui, la France, je suis un petit peu triste de le dire, cherche à distribuer ce qu'elle n'a pas produit. Et ça, notre difficulté, c'est là. La consommation en Allemagne, elle n'est pas le parent pauvre de la croissance aujourd'hui. Les chiffres du dernier trimestre sont parus. La consommation, c'est le moteur de la croissance allemande. Et d'une certaine façon, les Allemands sont en train de rééquilibrer leur système de leur stratégie de croissance par les salaires. C'est pas la dépense publique qui fait la croissance, c'est la montée en puissance des salaires. Ils évoluent à peu près au rythme de 3% par an et sont bien sûr un peu moins importants en France. Donc je veux dire par là qu'on va avoir effectivement aujourd'hui une autre phase de ce qui se passe en Allemagne. L'Allemagne a reconstitué des marges de manœuvre tout à fait impressionnantes. Quand on a 200 milliards d'euros d'excédent commercial, ça donne les moyens de faire des autoroutes et des crèches. Alors qu'aujourd'hui, quand on coule ce déficit, même parfois, on n'est plus capable d'envoyer, demain matin, on se pose la question si on sera capable d'envoyer des soldats au Mali ou en Centrafrique. Donc je crois que l'élément important, c'est vraiment ça. Alors, dernière chose aussi, puis je terminerai, pardon d'avoir été finalement plus long que je ne le souhaitais,
C'est l'idée, encore une fois, que la leçon allemande, c'est quoi? C'est qu'un système social, là je ne parle même pas d'économie, de l'économie de société, c'est que les droits doivent équilibrer les devoirs. L'élément fondamental, c'est ça. C'est pas un enseignement d'économie, c'est un enseignement presque de morale. Les Allemands sont très moraux. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de la société allemande, de la pensée allemande. Il n'y a pas de solidarité collective, s'il n'y a pas, à un moment donné, de responsabilité individuelle. Et alors, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai, on l'a vu en Europe. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut avoir quelque chose qui peut être riche d'enseignements pour nous.